Les gars, bon, on enchaîne avec un petit journal du soir, toujours sur l'actualité, hein, avec beaucoup d'informations. On va aussi parler de crypto, hein, même si la principale information, c'est Apple qui est en difficulté. On va voir, on va faire un petit tour de l'actualité encore. Et là, on commence avec Vanguard, le principal gestionnaire d'actifs américain, qui ne croit pas que la Fed réduira ses taux cette année, contrairement à ce que Jérôme Powell a déclaré. Donc là, les marchés étaient dans le vert aujourd'hui. Et suite au discours de Jérôme Powell hier, qui parlait de baisse de taux, ce qui a ravi les investisseurs parce que ça va stimuler la croissance et permettre aux actifs de monter, la bourse, les cryptos. Et donc tous les marchés étaient dans le vert, mais pour Vanguard, qui est un gigantesque fonds, un gérant d'actifs, comme au même titre que BlackRock, bah, Vanguard, eux, ne croient pas en ce que la Fed dit. Alors moi, déjà, Vanguard, ils ont fait une grosse erreur. Eux, ils acceptent pas, ils n'ont pas proposé de TF Spot Bitcoin. Et on a vu que son PDG a dû démissionner ou je sais plus. Pour moi, Vanguard, en ce moment, ils sont un peu perdus là. Et là, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'il y aura une baisse de taux parce que la dette est trop forte. Et la Fed, à un moment ou l'autre, les marchés vont finir par capituler. Donc la Fed sait qu'elle doit vite baisser les taux à un moment donné. Mais je pense que ce sera en 2024. 2025, ça me paraît un peu trop loin. Donc on verra ça. Et l'inflation continue de descendre tranquillement. Donc bon, pour moi, d'ici 2 3 mois, je pense que la Fed va tenir sa promesse et baisser ses taux. Donc j'y crois pas à ça, mais bon, ça fait la une de l'actualité. En tout cas, attention avec quelque chose qui menace le crash de l'immobilier de bureau. Apparemment, sera pire que la crise financière mondiale selon Fitch. Fitch, qui est une agence de notation, voilà, des États, des entreprises, tout ça. Bon, l'immobilier de bureau, là, l'immobilier commercial, ça a déjà pas mal chuté. Et ça continue de s'écrouler. Mais là, de là à parler de crash, en fait, on a déjà subi là, les fortes baisses, les choses comme ça. Je ne vois pas un scénario encore pire que la crise financière mondiale. Bon, là, je pense que c'est des articles comme ça qui cherchent à faire peur aux investisseurs, tout ça. Moi, j'y crois pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, perso, j'y crois pas. On sait que l'immobilier chute, commercial, particulier, tout ça. Mais de là à parler de crack de l'immobilier, vraiment d'une hécatombe qui ravagerait les marchés. Là, tout ça, là, déjà, les 2 premiers articles, là, je suis pas trop d'accord. On verra ça. En tout cas, voilà l'annonce, les États-Unis qui poursuivent Apple pour monopole sur les marchés des smartphones. Donc, là, voilà, les États-Unis, surtout la DOJ, hein, on va dire plutôt, le département américain de la justice, qu'on appelle la DOJ, qui poursuit Apple pour une affaire antitrust sur iPhone. Donc le monopole des smartphones, surtout les iPhones, voilà, la DOJ accuse Apple d'avoir un monopole total et d'en profiter justement de tout ça. Et donc voilà, le ministre de la Justice a poursuivi Apple dans une affaire antitrust, affirmant que le fabricant d'iPhone détenait un monopole sur le marché du téléphone, qui nuisait aux consommateurs, aux développeurs et aux entreprises concurrentes. Donc Apple prend trop de place, d'après la DOJ. Et l'écosystème d'Apple, l'Apple Watch et Apple Pay soutient ce monopole, justement. Et en fait, l'écosystème d'Apple est tellement puissant que ça crée une sorte de monopole, une sorte de dépendance des consommateurs envers Apple. Et ce qui met la concurrence complètement de côté. Donc là, voilà, l'autorité de la concurrence, hein, la DOJ, voilà, poursuit Apple pour ça. En fait, dans ce monde-là, il faut de la concurrence. Il faut laisser les autres de la place aux autres. Il ne faut pas tout prendre non plus. Et là, Apple est poursuivi. Donc pourquoi moi j'ai titré Apple en difficulté? Parce que avant cette nouvelle, déjà Apple chutait, ne fait que de chuter ces derniers temps. Apple là voit Huawei en Chine revenir. Et voilà, Apple déjà de manière générale n'arrive même plus à innover. Et là, le cours est en berne depuis quelques temps. Apple s'est déjà fait dépasser par Microsoft. Et Apple est en train de chuter pendant que Nvidia progresse fortement. Nvidia qui est passé troisième. Donc Apple pourrait même se faire doubler par Nvidia. Et en fait, c'est peut-être le début de la fin pour Apple. C'est pour ça que j'ai titré, j'en ai fait la une de ce journal, on va dire. Et là, regardez, hein, l'action Apple qui chute de 3,57% pendant que Nvidia est monté aujourd'hui. Donc, attention,
à Apple qui commence à dégringoler sérieusement et Apple qui n'innove plus tellement. Bien sûr, maintenant, on se tourne vers le Vision Pro qui devrait être la suite, mais le Vision Pro aussi, qui est la nouveauté hein, en termes de produits, n'est pas tellement prêt. Il y a beaucoup de défauts, tout ça. Il va falloir attendre 2, 3 générations avant que, voilà, que ça soit correct. Donc, en attendant, hein, bon, on a les smartphones qui marchent toujours bien, hein, même les ordinateurs portables. Apple va prendre une part hein, dans les PC portables grâce à ses processeurs basés sur ARM qui sont très efficients et qui permet aux ordinateurs et aux produits d'Apple voilà, d'être toujours sur enfin, les meilleurs produits actuels. Mais bon, quand même, ça commence à être à stagner pour Apple. Vous voyez? Donc, bon, on verra ça. Et comme je vous l'ai dit, Microsoft, maintenant, la différence hein, entre Microsoft et Apple est de 500 millions maintenant, en termes de capitalisation. Attends, 2000 milliards. Non, même pas, 500 milliards. Hein. Voilà la différence de capitalisation entre Apple et Microsoft. Microsoft est évalué à peu près à 3197 milliards. Mais on parle de 3000, hein, c'est pas 3 milliards, hein, c'est 3197 milliards. Vous voyez. Et Apple est à 2600, voilà, 65 milliards. Donc voilà, ça a dépassé les 1000 milliards, les 2000 milliards, voilà. C'est très haut, hein, Apple et Microsoft. Mais quand même, il y a une différence de 500 milliards entre les deux entreprises à présent. Donc non seulement Microsoft a dépassé Apple, mais Microsoft est en train de larguer Apple. Et ça, c'est les choix des fondateurs. Là, en fait, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a pris le virage de l'intelligence artificielle, là où Apple, eux, ont voulu tenter une autre stratégie, d'aller vers une sorte de produit de véhicule électrique, tout ça. Ça a floppé, ils ont laissé tomber ce projet. Et là, Apple, maintenant, essaie de rattraper son retard sur l'intelligence artificielle. Donc, ce mauvais choix de Tim Cook et de l'équipe Apple leur a coûté beaucoup. Ici. C'est comme Mark Zuckerberg qui s'est été trompé, qui a voulu prendre le chemin du métaverse, alors que c'était bien trop tôt. Et il a investi des milliards, et il s'est rendu compte qu'il s'était un peu, voilà, c'était trop tôt. Et là, il est revenu, on va dire, sur l'intelligence artificielle après coup. Et là, il est en train maintenant on va dire enfin, Meta est en train de revenir maintenant en termes de capitalisation et à rattraper ses pertes. Mais voilà, on voit que les choix des chefs d'entreprise là, de la big tech est très importante. Hein. L'orientation qu'ils prennent, où ils veulent aller, en fait, on voit que ça impacte. Et les choix là, à ce niveau-là, sont très importants. Vous voyez? Et c'est pour ça que, par exemple, Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, qui a une vision par rapport à l'intelligence artificielle, est en train de tout rafler en ce moment. Et il a pris le bon virage, tout ça, et il a fait les bons choix, et bah là, ça paye pour l'entreprise NVIDIA. Donc on voit que ça dépend fortement des PDG, là, ici, là. Vous voyez? Donc, Reddit qui grimpe. Alors, Reddit qui vient d'être introduit en bourse. Donc, Reddit, c'est une plateforme communautaire, une plateforme... c'est un réseau social, mais c'est une plateforme comme un forum, vous voyez, une plateforme sur laquelle on va échanger, discuter, débattre de diverses actualités. Ça, c'est devenu très à la mode et c'est le forum le plus connu du monde. C'est un forum américain et où on peut débattre de tous les sujets. Hein. Brigitte Macron, les élections américaines, le Covid, voilà. Et en général, il peut y avoir des gros trafics. Hein. Sur Reddit et ça c'est ça qui augmente son chiffre d'affaires et là Reddit qui grimpe de 48% lors de ses débuts au NYSE. Donc là Reddit qui est enregistré sur une bourse traditionnelle plus ancien, le New York Stock Exchange. Ils sont pas sur le Nasdaq finalement. Bon, c'est pas vraiment une entreprise technologique en même temps. Et donc voilà. Et Reddit alors je sais pas la société. Alors, ils ont levé 752. Je sais pas, ils sont évalués à combien 34 $ par action. Tac, tac, tac. J'aimerais bien savoir, ils sont évalués à combien, mais bon. L'entreprise sur le marché privé, 10 milliards. Bon. En tout cas, on verra. On verra, ils sont... Voilà, en tout cas, c'est une très bonne introduction. Donc, ce forum. Alors, moi, cette action, il se pourrait que, selon la hype
En fait, s'il se passe des grandes choses, Reddit, c'est on va dire, c'est une entreprise moderne, mine de rien, parce que voilà, ça, maintenant tout est sujet, on est à l'ère d'Internet, des réseaux, du social, et donc voilà, Reddit, c'est une entreprise que je vais observer. Où je pourrais éventuellement investir, ça dépend. Bah, il faut des gros sujets de discussion hein, pour que voilà, le cours de l'action monte, mais on verra. Je vais surveiller cette action, je vais l'évaluer. Je ne sais pas encore si je vais investir dessus à terme. Je vais la comparer à Meta, voilà, à des choses comme ça, pour voir si je vais investir dessus. En tout cas, regardez l'action, bim, explosion, hein, plus 45%. Attention, bien sûr, c'est pas le moment de rentrer dedans. Il va falloir attendre que l'action se stabilise. Ça se trouve, dans les prochaines heures, elle va complètement s'effondrer. C'est comme ça, hein, les débuts en bourse, c'est toujours comme ça. Donc, il faut jamais rentrer dès le départ. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, il va falloir attendre que cette action se stabilise et voir comment, on va dire, elle se comporte sur le temps, sur les prochains jours, prochaines semaines, pour voir bah, si c'est une action qui est volatile ou pas. Voilà, il faudra voir ça. En tout cas, voilà, d'autres actualités aux États-Unis. X, anciennement Twitter. Donc X, c'est voilà, Elon Musk a récupéré Twitter, a racheté Twitter et a renommé ça X. C'est la plateforme où je vous dévoile, où je vous livre toutes les informations. Vous voyez que là, en haut là, vous voyez que j'ai que des informations qui viennent de X, de la plateforme X, parce que c'est là où il y a la plateforme qui est la moins censurée, où je trouve qu'il y a le plus de vérité, tout ça. Et bah X n'est plus seulement voilà, une plateforme d'information, mais là X reçoit une licence de transmetteur de fonds pour les services de paiement dans 22 États US. Donc X va bientôt devenir voilà, comme une banque pour nous ou pour ceux qui voudraient l'utiliser comme cela. Et donc, Elon Musk, on le sait, hein, il a comme modèle WeChat, la super app chinoise qui sert à tout faire, en même temps réseau social, en même temps commerce en ligne, en même temps banque, en même temps réseau social, tout ça. Donc, Elon Musk souhaite à faire pareil. Il veut une application tout en un, en fait. Une super app qui fait tout. Réseau social, information, banque, tout sur une seule appli. Et là, il a les licences bancaires pour cela. Regardez, hein, toutes ces régions-là, enfin tous ces États, X a reçu la licence pour tous ces États. Donc bientôt, on pourra même peut-être utiliser X et on aura une carte bancaire liée à ça peut-être et on pourra payer directement avec ça. Je sais pas. Pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis bien sûr. Mais peut-être que X va se développer peut-être ensuite en Europe, tout ça. Faudra voir. Mais je pense que c'est dans les plans d'Elon Musk. Donc on verra tout ça. Les dernières actualités aux États-Unis. Alors la procureure générale de New York, donc Laetitia James, a officiellement saisi le terrain de golf du président Trump et sa propriété privée au nord de Manhattan, connu sous le nom de Seven Springs. La chasse aux sorcières a commencé. Donc voilà, ils saisissent les biens de Donald Trump qui apparemment aurait des difficultés à payer pour une affaire là. On lui a réclamé 400 et quelques millions, je sais plus. Et donc là, ils sont en train de saisir ses propriétés, tout ça, ses actifs. Donc ça commence. Trump a beaucoup d'ennemis, hein, vous le savez. Et pendant ce temps-là, pendant que Trump est attaqué, eh bien, on a des immigrants illégaux qui détruisent la clôture et se précipitent à la frontière sud des États-Unis. Donc voilà, beaucoup d'immigrants, voilà, regardez, qui tentent et qui forcent le passage et qui passent au sud des États-Unis. Regardez ça, malgré qu'il y a, voilà, hein, regardez, hein, l'armée américaine ou des choses comme ça. Vous voyez, les migrants illégaux là sont déterminés à passer, hein. Donc là, les États-Unis qui ont un sacré boulot pour essayer de repousser les migrants. Et donc voilà, c'est la politique liée à la politique de Biden et ça conduit à ça. Donc voilà. Les États-Unis qui disent que la Chine se prépare à envahir Taïwan en 2027. C'est des déclarations des Américains. Donc c'est ce qu'ils pensent. On verra ça. Peut-être que c'est vrai. Hein. Ça, voilà. Seulement, je passe l'info. Vous me direz ce que vous en pensez ou pas. Donc voilà. Par rapport aux États-Unis, on passe en Europe et avec Kering, propriétaire justement de Gucci, donc la célèbre marque Gucci, qui chute hein, de 14% après un avertissement sur les bénéfices en Asie. Donc voilà, ça c'est en berne là, surtout en Chine justement. Et
les ventes ne se passent pas trop bien. Et donc Kering qui est en souffrance là. Sa marque Gucci ne se vend plus très bien. Et donc le titre, la maison mère Kering, l'action en bourse en tout cas, chute de 14%. Vous voyez. Donc le luxe est en difficulté. Parce que là, en Chine, il y a des problèmes, des difficultés là, de relance économique, de croissance. Et bon, bah, les ventes sont en berne, hein. Donc voilà. Maintenant, on passe bah, plus à l'est de l'Europe pour les informations. Ici, on a Peonia. Peonia qui, ici, dit que elle a fait un long article disant que, bah, en fait, les activités là, de l'OTAN et l'Ukraine, en fait, leurs activités se sont pas développées là juste en 2014 récemment, hein, suite à au coup d'État là, de Maïdan, hein. Alors en fait, il faut qu'on se détrompe. Détrompez-vous, l'OTAN est présente en Ukraine depuis 1991. Cela fait 33 ans. Pour ceux qui ont du mal à faire des calculs. Et elle, en gros, elle explique qu'elle a fait des recherches, tout ça, et qu'elle a creusé, et que les relations sont depuis très longtemps euh, voilà, l'OTAN et l'Ukraine sont depuis très longtemps liés. On va pas rentrer dans les détails, simplement il y a des faits et de la logique derrière tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Aussi une autre histoire ici, ça va être voilà l'historien suisse Daniel Genser affirme que le principal ennemi des Allemands n'est pas la Russie mais les États-Unis. Et en gros, c'est lui là, cette personne. En fait, en gros, bah, il dit simplement que les États-Unis ils envoient l'Allemagne au front, en fait, contre la Russie, à faire la guerre. Non seulement les Allemands, mais aussi les Européens. Et les États-Unis sont bien loin de tout ça. En gros, ils envoient leurs ennemis faire la guerre. Parce que l'Europe n'est pas tellement. En fait, les États-Unis profitent, tirent l'Europe vers le bas. En fait, ils coulent l'Europe et voilà, pour leurs intérêts. Et en gros, ils envoient l'Europe aller, en gros, se suicider un peu en Russie, tout ça. Donc, face à la Russie plutôt. Et donc, je pense que je suis d'accord. Et c'est encore Péonien hein, qui partage ça. Donc, voilà. Ensuite, on a cette photo-là de Macron qui fait le tour un peu. Donc voilà. À part moi, pour moi, voilà, c'est une photo retouchée, mais tout le monde, voilà, le pense, je pense. Donc Allemagne, Belgique, Autriche, dans le monde entier, on se paie la tête de Macron et de ces photos retouchées en mode Rocky. Une nouvelle fois humilié, une nouvelle fois ridicule, mais il aime ça apparemment. Son départ est une nécessité vitale pour la France, son image, sa crédibilité, son prestige, sa réputation, vite. Vite qu'il parte. C'est vrai que on aurait besoin qu'il parte parce qu'il fait extrêmement mal à la France. Là, bon, c'est un peu abusé là, les gros bras. Je pense pas que c'est dans le style de Macron d'être comme ça là, mais bon. En tout cas, ça, c'est des images qui font le tour du monde, donc je partage ça. Bon, c'est pas très important. En tout cas, ça vient de tomber. À l'instant, le Sénat rejette le traité de libre-échange UE-Canada, donc CETA. Donc voilà, ça c'est le Sénat en France. Comme quoi le Sénat, finalement, voilà, hein, est capable de contredire l'Union Européenne, tout ça, je pensais plus. Mais bon, la Macronie se prend donc ce vote en pleine figure. Macron KO debout sur le ring. Donc voilà, tac tac tac, il se tournerait les Français pour demander s'ils veulent. Bon, en tout cas, Philippot qui dit que si on veut reprendre le pouvoir, il faut passer par le Frexit, ce que je pense. Voilà. Après, bon, Philippot, il est un peu bizarre, hein. Il s'allie à Jean-Frédéric Poisson, qui lui-même ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Enfin, on comprend pas trop les stratégies de Philippot. Il a refusé hein, de s'allier avec Dupont-Aignan, qui veut pas sortir de l'Union Européenne, tout ça, de l'Europe. Mais il s'est mis avec Jean-Frédéric Poisson, qui lui aussi ne veut pas. Donc, un peu incompréhensible, Philippot, des fois, mais voilà. Pour le reste, il est intègre et il dit les vérités. Donc voilà, ici, en colère, Gabriel Attal qui aurait téléphoné à un directeur d'une chaîne de télé pour lui demander de changer de bandeau. Il lui aurait dit, tu changes le bandeau tout de suite, sinon tu ne viens plus dîner avec moi à Matignon. Donc voilà, Attal qui menace voilà, d'enlever des privilèges aux animateurs de télé qui dirigent, hein, parce qu'ils ont tous les directeurs de télé, tout ça, et ils sont tous à la botte du gouvernement, ils sont tous payés pour servir l'État.
Et donc, voilà. Là, il y a une banderole qui lui a pas plu. Et donc, comme eux, ils contrôlent toutes les chaînes, là, enfin, l'État, là, et bah, il a demandé à un directeur, là, de supprimer tout ça. Voilà comment ça fonctionne, la France. Et apparemment, on sera en démocratie. Vous voyez? Donc, voilà. En tout cas, voilà, Piotr Tolstoï, je l'ai fait dans, je l'ai déclaré, hein, j'ai montré plusieurs déclarations à lui. Il a ouvertement dit qu'il tuerait tous les soldats français qui iraient en Ukraine. Et là, c'est le vice-président de la Douma, hein. Là, il déclare, vous, les Français, vous êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Ce qui est vrai, puisque c'est Macron, par ses déclarations, qui laisse entrevoir la possibilité d'envoi de troupes en Ukraine. Et justement, selon Le Monde, le 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde se prépare à son déploiement en Ukraine. Vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Dans cette perspective, le régime des Bisons du 126e a vu son effectif de 1200 renforcé par 200 réservistes. Vous voyez, donc à peu près, maintenant il serait 1400 à peu près. Et il se prépare apparemment à aller en Ukraine, ce régime, enfin ce régiment. Donc on verra hein, s'ils vont le faire. Beaucoup, j'ai posé la question à des collègues du boulot, des choses comme ça. Pour tous mes collègues ou l'entourage, c'est du bluff. Qu'il y aura pas d'envoi de troupes. Moi, je pense pas. Je pense que réellement, Macron, au bout d'un moment, va envoyer. Je sais pas pourquoi il cherche la guerre, peut-être pour rester au pouvoir, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Maintenant, voilà, les Britanniques et l'Europe n'est pas très solidaire de Macron, donc on verra s'il le fera quand même. Et voilà, les soldats britanniques ne combattront pas côte à côte avec les Ukrainiens. Londres prend ses distances avec Macron et le dit à Moscou. Le gouvernement a exclu un déploiement militaire complet, a martelé un porte-parole du bureau du Premier ministre britannique Rishi Sunak, auprès de l'agence de presse TASS. Voilà, les Britanniques, eux, se désolidarisent de la France et ne comptent pas envoyer des soldats mourir pour rien. Vous voyez? Donc, voilà. Déjà, il n'y aura pas de solidarité. Et même ici, en Italie, par exemple, on a un ministre... tac, tac, tac. Donc l'ancien Premier ministre italien et chef du mouvement 5 étoiles, Giuseppe Conte, s'adresse au Premier ministre italien Giorgia Meloni. Donc ici, on peut voir hein, sur les images que... qu'est-ce qu'il dit Conte? Il dit qu'après 2 ans, nous nous demandons... là, il s'adresse directement à la présidente, hein, voilà, ou on l'appelle la première ministre italienne, c'est elle qui dirige l'Italie, Giorgia Meloni. Giuseppe Conte lui dit, après 2 ans, nous nous demandons et nous vous demandons ce qu'il en est du pari que vous avez fait sur une victoire militaire sur la Russie. Vous voyez toutes les prédictions de victoire militaire, d'effondrement de l'économie russe, d'effondrement du régime de Poutine ont échoué. Qu'avons-nous obtenu avec cette stratégie militaire? La mort, la destruction, l'endettement pour envoyer de plus en plus d'armes pour une escalade sans fin. Vous voyez? Donc en fait, voilà, tout ça pour ça. En fait, il ne s'est rien passé. L'économie russe se porte mieux que prévu. Voilà, militairement, la Russie est en passe de vaincre l'Ukraine. Donc en fait, tout ça pour ça. Et là, voilà, Giuseppe, ici, s'attaque à Meloni. Vous voyez? Donc l'Italie, et là, à la fin, il dit que nous ne voulons pas de la Troisième Guerre mondiale, tout ça. Donc vous voyez, les Italiens ne veulent pas, ici c'est marqué là, ne veulent pas de la Troisième Guerre mondiale. Où vous nous emmenez? Il pose la question à Meloni, où est-ce que vous êtes en train de nous emmener là? Parce que même les Italiens n'en veulent pas. Les Français ne veulent pas de la Troisième Guerre mondiale, les Italiens. Mais les dirigeants corrompus là, Meloni, Macron, Zelensky, Trudeau, toute la bande là, Olaf Scholz, tout ça, tous achetés, tous corrompus, eux, voilà, pour leurs intérêts, sont prêts à provoquer tout ça. Donc, voilà, prudence et on espère que toute cette caste un jour dégagera. Donc voilà, en tout cas, bon là c'est l'anniversaire de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, je pense, hein, ou c'est, ouais, je pense que c'est ça. Donc là, Lavrov, très bon ministre, hein. Voilà, un homme sérieux, tout ça, qui fait son devoir. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est son anniversaire. Bon, ça, c'était une petite information, rien d'important. Ici, Israël dit qu'il enverra... Là, on passe, hein, là, Ukraine-Russie, donc voilà où on en est. Là, on passe voilà, à l'autre guerre qu'on oublie un peu... Enfin, voilà, qui commence à être moins médiatisée. Israël dit qu'il enverra Rafah à Gaza.
quoi qu'en disent les États-Unis. Donc là, voilà, Netanyahou, lui, enfin, voilà, il regarde plus personne, il fonce et il veut plus rien savoir. Voilà, il veut plus rien savoir. Donc on verra ce que ça va donner. Mais là, peu importe l'avis des Américains, il va envers Rafah, à Gaza. Donc on verra ça. Ce qui peut inquiéter Joe Biden, les tensions mondiales. Donc on verra. En tout cas, l'Arabie Saoudite, qui, membre des BRICS, annonce un don de 40 millions de dollars aux Palestiniens pour soutenir les efforts de secours humanitaire dans la bande de Gaza. De nombreux pays refusent la vision d'Israël, à l'image du Canada, qui stoppe l'envoi d'armes. Vous voyez. Donc ça y est, hein, Israël, enfin ça y est, bah, Israël là commence à se retrouver bien seul, ou de plus en plus, on va dire. En Irlande, le Premier ministre a présenté sa démission à surprise générale après avoir soutenu la Palestine en public. Donc vous voyez que euh, ce que fait Israël là, cette vengeance ne plaît pas du tout là à la communauté internationale. Sauf que Israël, bon, c'est un peu vu entre guillemets, hein, pour caricaturer les choses, comme les maîtres du monde devant les Américains. On ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'ils sont qui commandent les Américains, qui eux-mêmes commandent les Européens, qui les Européens eux-mêmes commandent la France et la France qui elle-même commande l'Ukraine. Enfin, je sais pas, on sent que voilà, l'Israël c'est au-dessus, en tout cas quand on regarde les choses. Mais voilà, bon, en tout cas, l'Arabie Saoudite qui vient en aide. Les BRICS ici appellent le Moyen-Orient à cesser d'utiliser le dollar américain pour les accords commerciaux sur le pétrole. Donc ils sont tous d'accord chez les BRICS et avec tous les autres pays membres, là 36 ou voire 40 pays, autres pays veulent rejoindre les BRICS et par-delà peut-être abandonneront le dollar. Donc le dollar est sérieusement en danger, hein. C'est pour ça que les États-Unis vont perdre petit à petit leur force d'influence, mais ça va mettre du temps. C'est pas demain, ni dans 5 ans ou 10 ans, mais sur le temps, ça va s'évaporer un petit peu. Vous voyez? Parce que le dollar, c'est ce qui fait la puissance américaine, et petit à petit, les autres États vont s'en débarrasser. Et donc, une petite alerte, le baril de pétrole va exploser, hein, dès cet hiver. Ce qui est fort probable, déjà au vu des conflits. Mais voilà, avec l'hiver qui arrive là, et avec tous les problèmes qu'il y a, bah, la logique voudrait que le baril du pétrole explose. Ce qui va faire les affaires, bien sûr, des vendeurs comme la Russie et l'Arabie Saoudite. Ici, apparemment, on a maintenant la Nouvelle-Zélande qui entre en récession. On avait déjà l'Allemagne en Europe, là on a la Nouvelle-Zélande. Une récession, c'est 2 trimestres d'affilée avec un PIB négatif. Donc, ça fait 2 trimestres d'affilée, apparemment, que la Nouvelle-Zélande affiche des résultats avec un PIB, produit intérieur brut, négatif. Donc, ils sont en récession. Et c'est l'économie, en tout cas, où le pays va être en difficulté quelques temps, là. Donc, voilà, par rapport à ça. On passe aux cryptos. Les cryptos qui sont à peu près mitigés. Le Bitcoin qui bataille, hein. Le Bitcoin qui était remonté hier de 62 à 67 000 dollars. Aujourd'hui, c'est un peu redescendu. Voilà, à 65. C'est plutôt une mauvaise journée. Voilà. Mais couvert par quelques cryptos qui performent comme Ondo. Ondo Finance qui performe grâce, on va le voir après, à BlackRock qui parie sur la tokenisation des actifs réels. Et là, tous les projets liés à la tokenisation, on va en voir certains, sont en train d'exploser. Et voilà, vous avez quelques cryptos qui performent, Lido qui revient un peu, bon, voilà. Tao qui corrige, Solana aussi. Donc bon, c'est mitigé, voilà. Après, c'est le Bitcoin qui est dans une sorte de range descendante, dans un trend baissier. Mais ça, c'est des choses qu'on a déjà vues et ça peut casser par la hausse. Ça peut aussi casser par la baisse, mais en général, ces trends-là baissiers, c'est pour ensuite, quand ça va repartir, ça va casser à la hausse et ça va aller très haut. Donc, on connaît ce style. On verra si ça se tient. Donc, on verra ça. Maintenant, voilà. On sait pourquoi le Bitcoin baisse. Il y a des sorties en ce moment depuis 2-3 jours là. Là, c'est la 3e journée consécutive qu'on a une sortie de Bitcoin là. Des ETF, tout ça. Vous voyez. Donc,
Là, il y a plus de ventes de Bitcoin que d'achats. Et donc, forcément, le prix corrige. C'est lié. Vous voyez? Donc ça, c'est pas une surprise. Maintenant, on est en train de former quelque chose d'intéressant sur le Bitcoin. Voilà, je vais vous montrer avec la traduction ici. Donc, ici, quand on regarde sur l'image ici, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Mais on a déjà connu ça par le passé, à l'époque. En tout cas, les années précédentes. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bitcoin, hier, le quotidien, c'est clôturé sur un modèle d'engloutissement haussier. Il s'agit d'une configuration de chandelier haussier fiable, indiquant le changement soudain du sentiment du marché. Les acheteurs ont pris le contrôle du BTC, maîtrisant les vendeurs. Donc là, on dirait que les taureaux ont repris le contrôle par rapport aux ours, les acheteurs par rapport aux vendeurs. Et les deux exemples ci-dessous montrent que le BTC est passé de 30 000 à 50 000 et de 40 000 à 66 000 après l'apparition du modèle. Donc les dernières fois là, pendant la hausse du Bitcoin là, il s'était passé exactement ça. Et là, on est en train de le refaire. Ici là. Là maintenant, on a fortement chuté. D'un coup, on a une bougie verte qui a rattrapé ça là. Et maintenant, ce que ça va nous dessiner, si c'est comme les fois précédentes, bah, c'est la phase en orange que vous voyez ça avec les courbes oranges là, avec les traits orange. Bah, ça nous ferait comme les autres fois là. Quand le Bitcoin est passé de 30 000 à 50 000, il n'y a pas longtemps, et ensuite qui a rechuté à 40 000 et qui est repassé de 40 000 à 60 000. Et bien là, on refait et on passera peut-être de 60 000 à 80 ou 90 000. Vous voyez? Donc, et là, même pas, il parle de 60 à 130K. Bon, il s'abuse un peu, mais c'est peut-être ça. Hein. Donc là, regardez, les dernières fois, c'est marqué en violet. On était passé de 30K à 50K. Ensuite, on a corrigé. Et de 50, on est repassé à 40. Et de 40, ensuite, on a fait cette bougie-là. Ouais, on était descendu en bas. Et d'un coup, on a eu le bullish engulfing pattern qui est remonté d'un coup. Et en fait, on est passé ensuite de 40 à jusqu'à maintenant 66K, voire 74K. Et maintenant, là, ici, on est en train de refaire la même chose. On a monté jusqu'à 74K. On a fortement chuté jusqu'au 60K. Et là, boum, on a une bougie là, le bullish engulfing pattern qui va maintenant nous faire passer de 60 apparemment à 130. Donc, on verra, mais c'est une possibilité. Après, jusqu'à 130, peut-être pas, mais au moins 80, 90K, on verra d'ici là. Donc, en tout cas, ça a l'air très très bullish là, ce qui se passe actuellement. Donc ici, encore un chart assez bullish. Moi, j'essaie de montrer tout. Hein. J'essaie de rester lucide et de montrer le maximum. Même les négatifs, hein, même les charts ou les actualités négatives. Mais j'en vois pas tellement, en fait. Et par rapport à ce qui se passe, il y a de quoi être bullish ici. Donc voilà, hein. On a eu une forte correction, comme les fois précédentes. Et bien sûr, là, on va remonter et repartir sur des bougies vertes. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, quand on regarde de manière reculée, voilà, on a eu la quatrième. Elle était moins puissante que les autres précédentes, mais voilà. Et là, on va continuer. Là, ça va être mieux défini ici, là. Vous voyez, vous montrer le vrai plaisir Bitcoin. Le Bitcoin plaisir est sur le point de commencer. En fait, là, à partir de maintenant, on va se faire plaisir. C'est ce que ce chart nous montre. Regardez bien. Je vais vous prendre les fois précédentes. Là, ici, déjà, on est arrivé où, vous voyez, là, on a atteint une sorte, là, on a un petit rond violet, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris. Dans le cours, là, on a un petit rond violet clair. Les dernières fois qu'on a eu des violets clairs, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un rallye haussier extrêmement puissant. Pareil pour ici. En fait, on arrivait à la moitié et rallye, à la moitié de la hausse. Ici, c'est pareil. En fait, ce que nous montre le point violet là, c'est que on est à la moitié du rallye haussier. Vous voyez? Et après, il nous reste l'autre moitié ici. Pareil ici. Voilà. Et voilà, on a fait le plus haut après. Et donc là, ça nous montre qu'on était tout en bas. Et que là, maintenant, on est à la moitié du rallye. Et qu'il nous reste l'autre partie. Vous voyez? Donc on est à 70, 60, 70. Et là, peut-être l'autre moitié qui nous ramènerait à 150, voire 200, jusqu'à peut-être 300K, je ne sais pas. Mais le rallye ultime, voilà, qu'on attend tous là. Donc, eh bien, c'est ce qui nous laisse présager une forte hausse là. Donc voilà. Ici, regardez.
C'est tous les jours pareil. Là, les pointillés, je pense que c'est le halving. Et regardez, à chaque fois qu'on a le halving, qu'est-ce qui se passe? Explosion. Plus 9000% là. Ça, c'était en 2013. Ensuite, plus 4000%. En plus 700. Et donc là, normalement, ça se divise par deux. On aura un rallye encore de plus 200% sur le Bitcoin. Si ça se divise à chaque fois par deux là. Donc, au plus 200, au plus 300, selon, voilà. Mais, en tout cas, c'est ce qui nous attend maintenant après le halving. Vous voyez hein, c'est pas moi. Regardez, à chaque trait pointillé, on a eu des forts poussés là, des forts bougies. Vous voyez, là, ici aussi, mais à chaque fois de moins en moins fort, hein, c'est vrai. Vous voyez. Et là, bah voilà, le Bitcoin, c'est vrai que le Bitcoin devient de plus en plus mature, donc ça, la force est moins forte. Mais il nous reste quand même, apparemment là, à partir de maintenant, encore un plus 200%, une sorte de x4 sur le Bitcoin, ce qui est dans la logique de ce qu'on attend. On attend que le Bitcoin fasse une sorte de x4 d'ici la fin du bull run. Donc le plus 200%, c'est exactement ce qu'on attend. Donc voilà, c'est correct et conforme à ce qui nous attend. Et ça, le x4, c'est sur le Bitcoin, ce qui est déjà pas mal, hein, de multiplier par 4, déjà en un an ou deux, ou dans les 2 prochaines années. Maintenant, il y a d'autres cryptos, comme Solana, comme Ethereum, qui vont faire des multiplicateurs bien plus puissants. Et je vous parle même pas des altcoins, des autres altcoins, même plus petits. Les nouveaux cryptos de la Real World Asset ou l'intelligence artificielle. Là, voilà, c'est des x15, x50 peut-être, voire x100 pour certains. Donc voilà. Après, il faut les chercher, il faut les trouver. Là, en tout cas, Bernstein, un analyste très reconnu qui révèle son objectif de prix du Bitcoin pour la fin de l'année 2024 à 90 000 $. Donc, ils avaient estimé précédemment que le Bitcoin atteindrait 80 000 en 2024. Et donc là, ils prédisent maintenant, ils augmentent leur target à 90 000 fin 2024. C'est bon à prendre, hein. On est à 60 000. Bon. Donc moi, je signe. Hein. Si le Bitcoin est à 90 000, c'est mieux que de rechuter. Donc je signe tout de suite. Maintenant, voilà. C'est leurs analystes. Eux, ils sont spécialistes. Ils travaillent à ça. Ils essaient de prendre tous les scénarios envisageables et ils essaient de se donner un prix. Donc, on écoute, on prend comme ça comme information et on verra. Voilà par rapport au Bitcoin. Ethereum. Donc, Vitalik Buterin souligne les risques de centralisation sur Ethereum posés par le liquid stacking. Et c'est pour ça qu'il a, à la présentation là, à Taipei, là, à Taïwan, il a proposé le Rainbow Staking, une solution potentielle à ce problème. Donc, on va pas aller voir ça, mais Vitalik qui cherche des problèmes à la centralisation d'Ethereum. Donc voilà, c'est bien. Après, Vitalik est visé par une affaire hein, qu'ils essayent d'estomper. Faut pas oublier ça, lui et Joseph Lubin. On a une personne là qui essaie de révéler que voilà, qu'ils sont dans une histoire de corruption et que Ethereum est complètement centralisé, tout ça. Donc voilà. Mais malgré cela, bah, on a bien vu, hein, BlackRock. On va le voir. Bon, déjà, l'IA qui prédit le prix de l'Ethereum pour fin 2024. Donc, la Ethereum, déjà, est à combien, là? On est aux alentours des 3000 $, 3200. Et là, tac, tac, tac. Bon, je vais lire la suite. Là, Ethereum est à 3400 $ à l'heure actuelle. Je veux voir jusqu'à où ils vont prédire le prix. Tac, 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 le prix des points entre 3500 et 4000. Dépassant éventuellement le niveau de 4000 $. Bon. En attendant, le modèle d'entreprise Claude a proposé une estimation prudente du prix d'Ethereum qui le voit entre 3800 et 4200. Bon, c'est des petites hausses hein, par rapport à où est Ethereum là. Ça serait du 10-15% par rapport à son prix actuel. Donc bon, il le voit un peu plus haut. 3000 aux alentours des 4000 $. Bon, on prend, mais je pense que Ethereum peut aller plus loin. Surtout si le Bitcoin atteint 90 000 $, je pense que Ethereum peut aller à 5000. On verra. Pour ce temps, la plateforme... Ah, il y en a un qui voit à 6770. Hein. Donc un plus 91%. Donc là, plus 91. Ouais, c'est possible encore. C'est possible. Parce que si les ETF là, faudrait que les ETF ils soient validés hein, pour Ethereum.
Ethereum. Donc là, il faudrait vraiment que ça aille dans le sens où Ethereum est classé comme une marchandise. En fait, que toutes les actualités vont dans le sens d'Ethereum pour avoir un prix à 6 700 $ d'ici la fin de l'année. Donc on verra ça. C'est comme si le prix d'Ethereum doublait à partir d'ici quasiment. Donc voilà par rapport à ça. Et comme je vous le disais, là, Ethereum, même s'il y a des soupçons de corruption, bah regardez, hein, Larry Fink, lui, choisit Ethereum hein, pour la tokenisation des actifs réels. Un marché à plusieurs milliards. Mais vraiment, on parle des fois, on parle de 30 milliards. Enfin, c'est un marché énorme. Tokeniser tous les actifs de la Terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez? Ici, c'est marqué. Hein, Larry Fink explique que la tokenisation l'émoustille au plus haut point et qu'il compte bien tokeniser toutes les actions et toutes les obligations du monde. Vous voyez? Mais il n'y a pas... Déjà, ça, c'est un marché énorme. Mais il ne veut pas que ça. Hein. Il ne veut pas tokeniser que ça. Il veut tokeniser l'ensemble des actifs du monde entier. Il y a l'or, le pétrole, enfin, tout. Parce que le monde de demain sera tokenisé. Vous voyez? C'est la blockchain qui va gérer tout ça. Mais on va tokeniser le monde. Vous voyez? Tout va se mettre de manière virtuelle grâce à la technologie blockchain. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est plusieurs milliards. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir sélectionner les actifs de la Real World Asset. Hein. Vraiment, vraiment. Et en tout cas, là, bon, il y a une frénésie hein, des mêmes coins là, continue sur Base avec 1,6 millions pardon, de payés en frais ces dernières 24 heures. Donc là, c'est plus trop le réseau Solana qui voit un afflux massif des mêmes coins. Là, c'est plutôt le réseau Coinbase qui voit ça. Intéressant. Et est-ce le réveil du réseau Base? On va voir ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, pour la Real World Asset, là, la tokenisation des actifs, il va vraiment falloir voilà, que vous faites vos recherches. Là, je vais vous en... voilà, il y a Amin Lams qui parle de 5 cryptos qu'il a ciblés. Pour toi, j'ai sélectionné 5 tokens. On va aller voir parce que j'ai regardé. Je trouve que c'est des bons projets. Donc, mettez vos radars sur ces projets-là. Donc, la Real World Asset, c'est la tokenisation des actifs réels. Donc, tokeniser les actifs du monde réel, que ce soit l'immobilier, l'or, tout ça. Et là, on a le premier, hein, bien sûr, à chaque fois, ça revient en premier, centrifuge. C'est le pont qui permet aux entreprises de la finance traditionnelle d'obtenir des liquidités sur la DeFi, vous voyez, pour développer leur projet on-chain. Vous voyez, je sais pas si vous... En fait, vous allez prendre une entreprise du monde traditionnel, je sais pas moi, BlackRock ou JP Morgan, des choses comme ça. Et en fait, vous allez pouvoir, en fait, ils vont pouvoir obtenir des liquidités depuis la DeFi, ces entreprises, pour développer des projets qui souhaiteraient lancer sur la blockchain. Vous voyez? Donc, Centrifuge sert à ça. Et ça peut adopter, Centrifuge peut participer à l'adoption massive. Parce qu'ils vont aider les entreprises du monde réel à créer des projets sur la blockchain en débloquant des fonds grâce à la DeFi. Et Centrifuge se spécialise sur ça. Vous voyez? Donc ça arrivera surtout... Bon là ça a explosé hein, avec l'affaire de BlackRock là qui est à fond sur la tokenisation. Tous les projets ont explosé. Mais Centrifuge, je pense que c'est vraiment plus tard là. Ce projet il est noble. Mais bon, il va arriver en même temps que l'adoption massive va se faire. En tout cas. Ici, vous avez justement Ondo Finance que je vous ai montré là qui est en train de tout exploser là au niveau des cours là. Plus 40%. Voilà, sur la seule journée. Donc ça explose. Ondo Finance, c'est le futur fonds d'investissement Web3. Leur objectif est de permettre d'investir sur la DeFi avec des moyens traditionnels, obligations d'entreprise, tout ça. Vous voyez? Donc c'est on va dire, ouais, on considère comme un fonds d'investissement pour le Web3. Vous voyez? Donc voilà. Son token réalise une performance de plus 300% en février. Rien qu'en février, hein, plus 300%. Realio. Donc là, Realio, c'est le token préféré de ton influenceur préféré. C'est une plateforme L1, donc c'est une blockchain à part entière d'actifs tokenisés interopérables. Donc capitalisé à 9 millions, c'est l'un des tokens avec le plus gros hype. Vous voyez? Donc bon, Realio, c'est beaucoup aussi lié... Oh, pardon, je suis fatigué, mais c'est beaucoup lié à l'immobilier. Vous voyez? Donc après, là, il parle que c'est vraiment
euh, une plateforme d'échange d'actifs tokenisés interopérable. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est vraiment le cœur, vraiment le cœur de la Real World Asset, hein. De permettre d'échanger des actifs tokenisés de manière interopérable. Je pensais que c'était Chainlink, mais on a un autre acteur, finalement, là. Vous voyez? Mais c'est tous des bons projets, hein. Tout cela, ils doivent être dans votre radar, hein. Je sais pas si je vous l'ai partagé. Voilà, je l'ai partagé. Et ça, je vais me le garder même. Je vais me le garder de côté et je vais bien vérifier que j'ai tous ces actifs-là, en tout cas, voilà, sous le radar. Maintenant, on passe après Ethereum à Solana. Et Solana, regardez bien, cette image parle pour, voilà, c'est l'image qui résume tout. Solana est le leader là, en ce moment, de l'attractivité des réseaux. En fait, Solana est lead avec 49% d'intérêt voilà, des blockchains écosystèmes en 2024. Donc en 2024, c'est simple, la blockchain la plus attractive, avec 49%, c'est Solana. Loin devant Ethereum, hein, Ethereum qui est vu, considéré, hein, comme la plateforme de smart contract, voilà, de référence. C'est Ethereum le grand leader. Tout le monde connaît la crypto, tout le monde connaît au moins Bitcoin, Ethereum. Et bah l'outsider Solana est la blockchain, voilà, qui porte le plus d'intérêt en 2024, qui a le plus d'attractivité et d'intérêt. Vous voyez? Et ensuite, vous avez BNB Chain, tout ça. Mais ces autres réseaux-là, voilà, sont moins dans la lumière. Mais là, c'est quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez? Solana domine. Et Solana est vraiment un sérieux outsider par rapport à Ethereum, hein. Sérieux, hein. Le plus gros concurrent d'Ethereum, c'est largement Solana. Vous voyez? Donc après, vous avez Ethereum, vous avez aussi des Layer 2, tout ça. Base, Arbitrum. Optimism n'est même pas dans le lot, hein. Waouh, pourtant, ouais, on a Base, mais on n'a pas Optimism. Donc c'est Base qui est basé sur Optimism pourtant. Mais bon, ok. Donc, voilà un Polygon aussi. Mais Polygon, vous voyez que c'est pas très attractif finalement. Donc voilà, hein, Solana, leader, hein, des réseaux blockchain. En tout cas pour 2024. Et les preuves le montrent encore une fois. Solana a enregistré un afflux de plus de 200 millions de dollars en stablecoin au cours des dernières 48 heures. Donc les stablecoins, c'est ces cryptos-là qui répliquent le cours des devises. Vous voyez? En fait, vous avez des stablecoins. Surtout, hein, les plus connus, c'est des stablecoins américains, donc des cryptos qui vont répliquer le cours du dollar. Et en fait, sur la blockchain, les stablecoins font l'intermédiaire. C'est stablecoins qui représentent la liquidité, on va dire, sur la blockchain. Et donc là, voilà, hein, plus de stablecoins sur le réseau, c'est-à-dire plus de liquidité sur le réseau Solana. Vous voyez? Et là, Solana enregistre un afflux de 200 millions de liquidités, on va dire, en dollars sur son réseau. Ça prouve qu'il y a de l'attractivité, que son réseau est utilisé, tout ça. Vous voyez? Et regardez ça. Les bougies commencent à devenir massives sur le réseau Solana, là. Vous voyez? Donc le réseau est en pleine bourre, hein. Et ça devrait continuer, je pense. Donc voilà pourquoi Solana en crypto est mon plus gros bag. Et je pense que c'est mon plus gros actif général, hein. Ça se tient avec Nvidia en bourse. Mais en tout cas, j'ai un gros bag de Solana. Après, c'est quelques milliers, hein. C'est pas, voilà, c'est pas énorme. Mais voilà. On continue, hein, Solana. Regardez. Solana aussi, regardez sur Solana, plus de 20 000 nouveaux tokens sont créés quotidiennement. Donc par jour, hein, 20 000 nouveaux projets sur Solana. Chaque jour, il y a 20 000 nouveaux projets. Donc en 2 jours, 40 000, en 3 jours, 60 000, etc. En moyenne, hein, vous voyez, on peut avoir des jours où il y en a moins, tout ça. Donc voilà. Et en fait, là, le tweet nous dit, voilà, comment, voilà, on va dire, repérer les bons projets des mauvais, on va dire. Vous voyez. Et donc, vous avez Solana FM qui, si vous souhaitez vérifier votre jeton, Solana FM. Vous avez ce projet-là, apparemment, Solana FM, ou ce site, voilà, qui vous permet de vous assurer de la santé du projet, tout ça, apparemment. Donc, voilà. Et regardez la nouvelle, bon, après ça, j'y crois pas trop, mais ça, c'est voilà, c'est un intérêt, ce qui prouve qu'il y aura peut-être un jour un ETF lié à Solana. En tout cas, Grayscale essaie de prendre les devants. Grayscale prépare
pourrait préparer une demande de conversion de son GSOL en un ETF Solana Spot. Vous voyez? Donc, il propose déjà des Solana, on va dire, entre guillemets, futurs. Donc, c'est des... Voilà, ça leur appartient pas vraiment. C'est des cryptos qui leur appartient pas vraiment. Mais là, il pourrait transformer ça en un ETF Solana Spot plus tard. Donc, je pense que ça arrivera après l'ETF d'Ethereum Spot. Et dans la foulée, donc on verra. Mais c'est des bonnes spéculations. Et ça montre hein, la puissance de Solana. Hein. Comme quoi, c'est un projet très sérieux. On n'entend pas d'ETF Avalanche, d'ETF Internet Computer ou d'ETF Cadena ou Oasis. On n'entend pas les autres réseaux. On entend surtout des ETF Ethereum, Bitcoin, Solana ou encore Ripple. Vous voyez? Donc voilà, ce qui montre que Solana fait partie des big projets de la blockchain et du Web 3. Donc voilà, Ripple aussi, Ripple qui build beaucoup. Hein. Là, je vous avais montré un partenariat et comme quoi Ripple, là, hier, là, est devenu, enfin, le Real stablecoin, là, le stablecoin brésilien, là, basé, donc, voilà, une crypto qui va suivre le cours de la devise brésilienne. Bah, en fait, en fait, c'est sur le réseau de Ripple que ça va se passer, le XRP Ledger. Et c'est Ripple qui va proposer, qui va gérer ça, ce stablecoin brésilien. Donc, et là, on a une autre grosse actualité, le partenaire Ripple ACI Worldwide, qui prend en charge 9% du trafic Swift mondial. C'est énorme. 9%, c'est une bonne partie. A confirmé que le nouveau règlement sur les paiements instantanés entrera en vigueur le 8 avril 2024. Et donc, XRP est celui choisi pour les transactions transfrontalières. Vous voyez? Donc, en tout cas, pour tout ce qui est les paiements transfrontaliers pour AC World, c'est XRP qui va être choisi pour ça. Donc XRP va capter une bonne partie de la valeur de Swift des paiements transfrontaliers. Vous voyez? Donc XRP qui continue à se développer pendant qu'ils sont en conflit avec la SEC. Et là, voilà, d'autres cryptos qui sont voilà, un peu portés disparus, hein, comme Phantom, qui est un réseau, une blockchain, une plateforme de smart contract comme Ethereum et Solana, qui a en une sorte de DAG. Donc, mais Phantom n'est plus que l'ombre de lui-même, mais là, ça renaît, hein, ça a fortement poussé. Donc, Phantom qui peut-être revient dans la lumière. On verra si le projet va vraiment devenir Phantom ou pas. Mais Phantom qui revient. En tout cas, pour les altcoins, ça a l'air d'être explosif. Regardez-moi ce chart. Regardez. Quand on a le rond jaune ici, en général, ce qui nous attend, c'est une forte hausse. Regardez ça, on y est ici aussi. Donc apparemment, on peut monter jusqu'aux 4 trilliards. 4 trillions là. 4000 milliards pour l'ensemble des altcoins. Si on regroupe l'ensemble des altcoins, on pourra atteindre un marché des 4 trillions. On y est, hein. On est dans le rond jaune. Regardez la dernière fois ce que ça s'est passé. Rallye. Hein. Donc là, pour les altcoins, ça promet. Hein. Ça promet d'être explosif. Donc, ça sent très bon tout ça. Globalement, moi, je suis très bullish hein, sur tout ce qui se passe là. Dans la crypto, que ce soit pour le Bitcoin et pour les altcoins. Voilà, on a corrigé, certes, on est passé de 74K. On a perdu 17% sur le Bitcoin là l'autre jour. Mais le Bitcoin s'est repris, stabilise à 65 000. Et je pense que les ETF Bitcoin vont repartir là. Il va y avoir d'autres vagues d'accumulation, ce qui va porter le Bitcoin plus haut. Donc là, on a OKX, c'est la dernière actualité, qui met fin à ses services en Inde suite à des pressions du régulateur. Donc OKX, c'est un exchange qui est moyen, enfin qui est pas très connu. C'est voilà. Bon, dans le milieu de la crypto, c'est connu, mais voilà, de manière générale, les références, c'est quand même Binance, Coinbase, tout ça. OKX, bon, et ça essaie de faire son nid. C'est un exchange quand même qui est de base, à la base chinois, et ils essayent de voilà, de se diversifier à l'étranger, tout ça. Mais là, ils se sont mangés un stop, on va dire, en Inde, suite à la pression des régulateurs. Donc, ils mettent fin à leur service là-bas. Donc, voilà, dommage. Mais c'est comme ça. Donc, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. On en reste là. Et les top crypto dans la tendance, vous voyez que Solana est dans la tendance, accompagné de Bitcoin. Le Book of Meme, la crypto dérivée de PP, qui est en top des tendances, le même coin. Là, on a Digiverse. Donc, Digiverse, je sais pas c'est quoi. C'est sur le Binance Smart Chain. Je vais aller voir rapidement c'est quoi. Tokeniser votre entreprise sans écrire une seule ligne de code. Ah bon? Ah ça serait pas mal. Hein. Les entreprises se lancent sur le terrain. Ouh, ça c'est un très bon projet ça.
Tac, tac, tac. Ah, ça c'est une belle vision, ça. Ça pour la Real World Asset, la tokenisation, le projet de Viziers et l'incarnation même d'une révolution dédiée à la construction d'un pont entre le monde réel et le méta. Ah, d'accord. Ok, mais c'est... Ah, ok, c'est tokenisé, mais pour le métaverse. Ok. C'est mettre... En fait, mettre son entreprise dans le métaverse, on va dire. Le premier métaverse numérique. Ok, Diverse, déjà, c'est un métaverse. Unique, conçu pour stimuler... mais c'est pas tout, nous avons des mesures pour protéger... Ok, sans lunettes, tac, tac, tac. Bon, en tout cas, il propose, voilà, de créer son entreprise dans ce métaverse, on va dire. Vous voyez? Tokenisé. Ok. En gros, on peut créer un projet, voilà, dans le métaverse. Donc là, bon, finalement, non, je pense que c'est pas tout de suite pour ce projet. Là, c'est bien trop tôt. Comme je vous l'ai dit, le métaverse, c'est trop tôt encore. C'est pas prêt. Il faut encore 2-3 ans là avant que les lunettes Apple Vision, Quest et tout ça soient vraiment adoptées par la masse. C'est trop tôt. Bien trop tôt. Mais avec l'adoption des cryptos, ça va venir petit à petit. Vous voyez? Donc voilà. Pour Digiverse, c'est bien, c'est un bon projet, mais pour moi, c'est trop tôt. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce journal du soir, que vous allez peut-être sûrement voir pour la plupart demain. Donc on se retrouve, hein, on se retrouve pour d'autres actualités. Donc bonne soirée à tous, force à nous, hein, les amis. Et voilà, hein. Et pour l'instant, on va dire que c'est plutôt hypé, hein. Là, pour moi, les prochains jours, prochaines semaines ont l'air de sentir bon. Donc profitez-en et on verra si ça se tient. Bon, on se retrouve demain pour d'autres vidéos. Allez, à plus.